On va commencer par deux tables rondes. Une première table ronde qui commence maintenant et en fait est dans le sujet et l'apport des associations issues de l'immigration à la société française. Moi, je dirais l'apport des associations issues de l'immigration à l'élaboration de la citoyenneté française. Et donc ce débat va être animé par Ali Elbaz. Ali Elbaz, un ancien des anciens de la TMF, il était dans cette salle il y a 40 ans. La TMF est née dans cette salle, il y a exactement 40 ans. Et Ali, c'est parmi les gens qui étaient là. Deuxième débat, il concerne la situation sociale, la situation politique, la situation des droits de l'homme dans les pays de l'autre rive, dans le Maghreb. Et nous recevons aujourd'hui des participants engagés et éminents. On les écoutera tout à l'heure. Et ce débat va être animé par un autre militant associatif. Cette fois-ci, c'est un militant qui est fondateur justement de la TMF et qui était aussi dans cette salle il y a 40 ans. Mais avant de commencer le débat de la première table ronde, je passe la parole au nouveau président de la TMF qui était élu hier, le nouveau ancien, Nassar. La TMF, il y a des congressistes qui sont venus nombreux et ça donne encore envie de dire que la TMF est vivante. Et aussi, c'est une mémoire vivante. Et c'est pour ça qu'on a intitulé le thème de notre congrès « Devoir de mémoire, devoir d'action et de solidarité ». Donc, je suis heureux qu'on soit si nombreux, soit nos militantes et militants, et aussi nos partenaires. Il y a d'autres personnes qui vont nous rejoindre tout à l'heure. On leur souhaite la bienvenue et je leur dis merci de nous honorer par leur présence, parce que ce n'est que le travail et le combat collectif qu'on nous menons ensemble qu'il faut, et aujourd'hui plus que jamais, de dire il faut qu'on renouvelle notre souffle. Je dis bravo aux camarades de la TMF, parce que du moment qu'ils existent, c'est déjà énorme. Même si les temps ils sont très très durs, même si on sait que on est attaqué partout, part. Je dis bravo et bon anniversaire aux camarades de la TMF. Alors, je vais passer la parole à Gus. Gus, c'est un ami, en même temps c'est un camarade. Il est passé avec nous, je crois, il a fait 2 congrès au moins dans la TMF ici. Il est intervenu, bien sûr, c'est un ingénieur, économiste, il est président du CRI, membre fondateur du CELETIM, de l'IPAM, conseil scientifique de ATTAC, membre du Conseil international des forums sociaux. Bon, globalement, c'est une grosse personnalité. Et en même temps, c'est une personne qu'on ne trouve pas comme lui, je dirais, personne humble, modeste et d'une très très grande qualité humaine. Je lui passe la parole et je le remercie pour sa présence. Eh bien, écoutez, je suis très heureux d'être là. D'une certaine manière, ça me rajeunit. Parce que moi, j'ai grandi avec la TMF quand même. Et la TMF, pour moi, c'est vraiment la définition même de l'internationalisme. Parce que c'est une association qui a toujours été capable de mener des luttes, de s'inscrire, de marquer des luttes dans 2 pays et dans le monde. Et effectivement, c'est une histoire à laquelle longue, et je suis très très fier d'être là avec vous aujourd'hui. Et donc, je me suis demandé qu'est-ce que j'allais vous dire après 40 ans.
Et je me suis dit qu'il fallait peut-être penser à l'avenir, évidemment. Parce que c'est quand même toujours comme ça que nous avons fait. Et je pense que nous sommes aujourd'hui dans une période de bifurcation de l'histoire longue des migrations. Et je voudrais peut-être réfléchir avec vous là-dessus. Qu'est-ce qui va arriver dans l'avenir et quels sont les bouleversements que nous allons vivre? Parce que, vous savez, l'histoire des migrations se confond avec l'histoire de l'humanité. Les migrations s'inscrivent dans le temps long de l'histoire humaine. Elles ont commencé en Afrique, d'ailleurs, à partir de la migration de l'homme de Néandertal et de l'Homo sapiens. Et les migrants ne sont pas des intrus. Ils sont partie prenante de l'histoire de chaque société. Et les migrations marquent l'imaginaire de notre monde. Et c'est comme ça, notamment, que les migrations sont liées au rapport entre les nomades et les sédentaires, à la maîtrise de l'agriculture, aux questions d'exil, à la lutte contre les colonisations, aux diasporas, à l'exode rural. Et donc, revenir sur la question des migrations, c'est s'interroger sur l'histoire de l'humanité. Et c'est une histoire actuelle. Parce que les migrations, avec l'agriculture puis l'industrialisation et l'urbanisation, font partie des questions stratégiques du peuplement de la planète. Et il faut revenir sur cette question du peuplement. Parce que depuis les années 1970, il y a une grande crainte de l'explosion démographique. Et la prise de conscience des limites écologiques fait exploser la conception du développement et de l'évolution de l'humanité. Dans l'histoire du capitalisme, les migrations aujourd'hui représentent trois grandes formes de migration. Les migrations économiques, qui sont caractérisées par les différences de situations qu'on peut définir, pour simplifier, par l'impérialisme et le néocolonialisme. Et comme l'exprimait très bien un démographe français, Alfred Sauvy, en 1950, il a dit cette phrase qui était assez belle, il a dit « Si les richesses sont au nord et que les hommes sont au sud, les hommes iront là où sont les richesses et vous ne pourrez rien faire pour les en empêcher. » Mais il y a les migrations politiques qui résultent des guerres et des conflits, et il y a les migrations environnementales qui commencent et qui vont bouleverser les équilibres de la population mondiale. Ça, ce sont les formes actuelles des migrations, bien qu'il reste encore des traces profondes des migrations précédentes, c'est-à-dire de l'esclavage et de la colonisation dans nos sociétés actuelles. Mais je voudrais revenir sur autre chose. C'est que, à mon avis, dans l'histoire des migrations, les ruptures à venir sont considérables. Même si les migrants sont déjà des acteurs de la société mondiale, s'ils sont des acteurs de la transformation des sociétés et du monde, si vous regardez par exemple les flux financiers des migrants et des diasporas vers leur pays d'origine, ils représentent 179 milliards de dollars, 630 milliards de dollars, pardon, c'est-à-dire 4 fois plus que ce qu'on appelle l'aide au développement. Quelles sont les ruptures à venir? La première, c'est une rupture tout à fait étonnante. C'est le changement de la contradiction entre nomades et sédentaires. Vous savez, la contradiction entre nomades et sédentaires, c'est quelque chose qui existe depuis la Mésopotamie. C'est l'histoire de l'humanité, en quelque sorte. Depuis le début de l'agriculture.
Et aujourd'hui, nous vivons une période dans laquelle, dans pratiquement tous les pays du monde, les populations agricoles, qui étaient plus de la majorité de la population dans chaque pays, sont en train de passer à environ 5% de la population dans chaque pays. C'est une évolution qui va bouleverser la situation et l'image même des migrants. La réduction de la population agricole, la contestation des grands domaines agricoles par l'agriculture paysanne vont changer la perception du rapport entre sédentaires et nomades, qui marque encore l'image que l'on donne aux migrants. Et là, je pense que là, nous vivons une rupture qui va être considérable. Mais il y a une deuxième rupture aussi dans la période à venir. C'est l'évolution de la notion de frontière. Dans l'histoire longue des migrations, il y a eu un changement important entre le XVIIe et le XVIIIe siècle avec le passage de l'État-empire à l'État-nation. Les États-nations n'ont pas existé tout le temps. Ce n'est pas une forme éternelle. L'identité nationale est une invention récente. Comme le disaient si bien Édouard Glissant et Patrick Chamoiseau, chaque individu a des identités multiples. Et donc, il est réducteur et faux de vouloir le rabattre à une seule identité, celle de l'identité nationale. C'est pour ça que la liberté de circulation et la citoyenneté de résidence font partie des droits émergents qui vont se renforcer dans l'avenir. Bon, nous vivons une période de crise multiples. La crise financière, ce n'est pas la peine de le rappeler, depuis 2008, avec l'épuisement du néolibéralisme, les politiques austéritaires, les idéologies identitaires et sécuritaires, qui répondent à l'émergence des mouvements sociaux qui sont porteurs de nouvelles radicalités. Ce à quoi nous assistons dans le monde, avec la montée de ces idéologies réactionnaires, fascisantes, c'est la peur du féminisme, de l'antiracisme, des révoltes contre les discriminations, des peuples premiers, des migrants et des diasporas. Il y a aussi une prise de conscience de la crise écologique qui s'approfondit et qui se combine avec la crise de la pandémie. Ce n'est pas une histoire nouvelle dans l'histoire de l'humanité. Ce sont ces combinaisons qui accompagnent les crises de civilisation, sans compter la crise géopolitique porteuse de guerre. Mais je voudrais insister sur la crise démographique. Parce que nous vivons une période tout à fait étonnante. Les nouveaux démographes, nouveaux, c'est-à-dire les plus jeunes, certains d'entre eux ont publié un livre qui s'appelle « Planète vide », le choc de la décroissance démographique mondiale. Et donc, ils remettent en cause les projections des Nations Unies qui prévoyaient qu'on allait passer de 7 à 11 milliards d'habitants, en disant que la population sera en décroissance dans une trentaine de pays d'ici une vingtaine d'années. Ils sont déjà en décroissance dans une vingtaine de pays. Les taux de fécondité dans les pays en développement ne sont pas très importants. Beaucoup sont au-dessous du taux de remplacement de 1,7 enfants par femme. Et une des raisons, c'est justement la montée de la libération des femmes. Et le vieillissement social devient le problème essentiel. Et donc, en fait, nous allons vers une crise démographique qui remet en question complètement
la manière dont les migrations ont joué un rôle dans la croissance démographique et dans lequel elles vont jouer un rôle dans la période à venir. Je voudrais aussi insister sur une autre crise qui fait partie des crises actuelles, c'est la crise idéologique. Comment expliquer la montée de toutes ces partis d'extrême droite dans le monde? Les Bolsonaro, les Orban, les Duterte, les Modi, les Trump, et tellement d'autres. Les idées d'extrême droite n'ont pas été aussi présentes et aussi fortes depuis la Deuxième Guerre mondiale. Elles sont dominantes dans des secteurs dominants de la droite et des médias. Et pourtant, je vous propose de penser que la montée de cette extrême droite est une réaction au sens propre du terme. Elle traduit une panique, un affolement par rapport aux nouvelles radicalités, par rapport au féminisme, au refus du racisme, à l'urgence écologique. On prétend que la bataille idéologique s'organise autour de la question des migrations. C'est une instrumentalisation médiatique. La bataille pour l'hégémonie culturelle porte d'abord sur l'égalité. Les migrations sont utilisées, mais partagent toujours autant les sociétés. Il y a autant d'appels à la haine que de manifestations de solidarité. Depuis 4 ans, les sondages annuels en France indiquent que 60% des sondés sont pour la citoyenneté de résidence et la participation des résidents étrangers aux élections locales. Et quand on les interroge sur leur sujet d'inquiétude, les gens qui habitent en France mettent en tête le pouvoir d'achat et l'écologie. L'islam arrive en 10e position et l'immigration arrive en 13e position. C'est parce que nous sommes engagés dans une bataille pour l'hégémonie culturelle. Comme l'affirmait Gramsci, cette bataille pour l'hégémonie culturelle est essentielle. Elle oppose violemment 2 conceptions du monde. D'un côté, une conception identitaire et sécuritaire. Et de l'autre, l'égalité et la solidarité. Cette bataille est en cours, elle n'est pas perdue. Nous devons la gagner. La bataille porte sur les libertés avec d'un côté une conception individualiste et libertarienne de la liberté et de l'autre le lien entre les libertés individuelles et les libertés collectives. Un des champs de bataille, mais je n'insisterai pas là-dessus, c'est celui du droit international, parce que c'est au niveau international que se situe cette bataille. Et la dignité est le fondement de toutes les propositions du droit international. Et pour terminer, dans quelle situation sommes-nous et que pouvons-nous faire? Sur la caractérisation de la période, nous pouvons dire que la situation est difficile parce que la décolonisation n'est pas terminée. La première phase de la décolonisation a été l'indépendance des États. On peut considérer qu'elle a relativement réussi, même si on en voit la limite. La deuxième phase de la décolonisation, c'est celle de la libération des nations et de la libération des peuples. Elle implique de remettre en cause les formes de domination et les prolongements de la colonisation dans la colonialité des institutions internationales et nationales et dans les idéologies. Mais nous avons besoin d'un projet alternatif et d'un récit mobilisateur. Se pose alors la question des alliances. Il s'agit
d'ouvrir la construction d'un bloc de mouvements porteurs de radicalité nouvelle. Et aujourd'hui, nous sommes dans une situation dans laquelle les nouveaux mouvements, les nouvelles radicalités se développent chacune dans leur dimension. Les mouvements ouvriers et le mouvement syndical, les mouvements féministes, le mouvement écologiste, le mouvement des peuples autochtones, le mouvement contre le racisme, contre les discriminations, contre le précariat. Il s'agit maintenant d'arriver à faire converger la stratégie de ces mouvements. Et c'est possible. Je donnerai un exemple. L'exemple du mouvement paysan. Le mouvement paysan, il a réussi à faire croire à tout le monde, et peut-être à se faire croire à lui-même, que l'agriculture paysanne est plus moderne que l'agro-industrie. Et qu'il correspond plus aux impératifs écologistes, qu'il faut rejeter les OGM, proposer la souveraineté alimentaire. Il est donc porteur d'une transformation de la vision du monde. C'est ce que nous devons pousser, faire avec l'ensemble des mouvements. L'urgence est de définir le projet de dépassement et d'émancipation correspondant à cette nouvelle alliance stratégique, d'inventer des nouvelles formes du politique en renouvelant une approche de la démocratie. Et justement, l'histoire de la TMF montre comment on peut se battre en croyant à l'avenir possible de l'humanité. Merci. Un Zouma, je dirais, c'est vraiment une personne qu'on n'en trouve pas deux dans la scène, en tout cas dans la scène parisienne, que moi je connais depuis pas mal de temps, sur la question des sans-papiers. Je lui tire chapeau. Alors, bien sûr, alors, il en a fait, je dirais, des occupations, des manifs presque hebdomadaires, des négociations. Bon, et par ailleurs, même des marches au niveau européen, au niveau national. Et là, il va nous parler un petit peu de sa participation à 2 forums sociaux mondiaux en lien avec les actions de l'immigration. Donc, je lui accorde la parole. La TMF et la FALDI sont des associations sœurs à la lutte des sans-papiers. Et j'ai jamais vu des associations aussi ouvertes que la TMF et la FALDI. En tout cas, en ce qui concerne le mouvement des sans-papiers, à chaque fois qu'on a une réunion, un échange avec eux sur ce sujet, ils nous disent c'est vous qui décidez. Ça a toujours été comme ça depuis plus de 10 ans. Et ce qui m'a le plus frappé, le frère l'a dit, ça fait 20 ans que je suis dans la lutte des sans-papiers, mais pour obtenir des salles de réunion pour les sans-papiers, c'est très très difficile. Et souvent, certaines organisations, ils nous posent des conditions. C'est-à-dire, ils vont assister à la réunion. Ils ne sont pas membres du mouvement des sans-papiers, mais ils donnent la salle en échange, ils participent à la réunion. Nous, on a dit que ce n'est pas un problème pour nous. Même les policiers civils, s'ils veulent assister à notre réunion, ils peuvent le faire. Aucun souci. Mais la FALDI et l'association la TMF, ils sont capables même de nous laisser la clé au café pour dire que si vous avez besoin de la salle, allez-y, à tout moment, vous pouvez prendre la clé et faire vos réunions. Donc en tout cas, je tire chapeau à l'association et merci pour ce geste qui nous honore, en tout cas nous, la lutte des sans-papiers au niveau français et au niveau international. Alors aujourd'hui, je ne veux pas m'attarder sur ça, je voulais en tout cas faire des témoignages sur les 2 forums sociaux mondiaux que nous avons organisés ensemble avec la TMF et la FALDI. Mais le plus important pour nous, c'était celui de 2013. Alors, tout le monde se souvient que lors du Forum social mondial de 2011 à Dakar, on a signé la Charte mondiale des migrants et on s'est
il y a certaines organisations ont mis l'OCU, l'Organisation pour une citoyenneté universelle, en place que Gus a un petit peu broché dans son discours. Alors, Tunisie 2013, c'était la suite. Les réunions ont duré plusieurs mois. Et à un moment donné, l'atelier liberté de circulation et d'installation de tout le monde partout a réuni plus de 600 organisations. Cet atelier-là, en 2013. Nous avons fait la réunion avec les camarades. Nous avons écrit au ministre des Affaires étrangères tunisien, français, belge et italien. Parce que nous avons dit, ces 600 organisations qui se sont mis ensemble pour discuter de la liberté de circulation, ils n'ont pas ce problème-là. Ils peuvent aller en Tunisie, ils peuvent aller au Canada après, partout dans le monde. Mais c'est les sans-papiers qui n'ont pas cette liberté. Donc cette fois-ci, mettez-nous dans les conditions pour que nous puissions aller au Forum social mondial à Tunis. Nous avons écrit à tous ces 4 pays-là, parce que c'est les 4 pays les plus importants à qui la caravane doit traverser. Aucune réponse. Mais les camarades d'Abdallah, il est témoin, il est dans la salle avec nous ici. Ils ont fait plusieurs réunions avec le gouvernement tunisien. Ils ont informé, le message est passé. Et nous, à la sortie ici, pour aller un peu plus vite, nous avons pris la caravane à Bruxelles, ensuite Paris, Turin et puis Gênes. 44 personnes ont pris le bateau à Gênes. La police aux frontières italienne, je dis comme ça parce que je ne sais pas comment ça s'appelle là-bas, la police aux frontières en Italie. Les gendarmes du port nous ont regardés, stupéfaits. Mais vous partez en Tunisie, vous n'avez pas de papier. On a sorti le courrier envoyé au gouvernement italien. Voilà notre preuve. Donc si nous, on n'a pas de réponse, ça veut dire que le gouvernement italien est d'accord. Voilà nos passeports, on ne se cache pas. On a pris le bateau, arrivé à la Goulette. On a été bloqué. Parce qu'il y a 15 personnes parmi les 44 qui n'ont pas de papier. Et ils risquent de rester après le Forum social mondial à Tunis. Nous avons beaucoup parlementé. Les camarades, ils ont fait un travail formidable. 45 minutes au téléphone avec le ministre des Affaires étrangères. Il dit les accords internationaux, dit que voilà, il ne faut pas rester plus de 3 jours. Après, 4e jour, ça revient le problème de la Tunisie. Donc nous, finalement, on n'a pas accepté de prendre ce risque. Nous avons bloqué le, comment on appelle ça, le passerelle du bateau pendant plus de 8 heures. L'armateur du bateau nous a qualifiés de clandestins parce qu'il risque de payer 3 000 € par personne au retour à Gênes. Mais avec la mobilisation de toutes ces organisations qui étaient là, ils n'étaient pas au port, hein, parce que je rappelle, au port quand même, il y avait l'équipe de la TMF, les camarades du Faldi, et Olivier Besançon est venu avec 4 de ses amis. Grosso modo 8 personnes pour nous accueillir, alors qu'il y a 50 000 personnes à Tunis pour le Forum social mondial. 600 associations sur la liberté de circulation. 8 personnes au port de la Goulette pour nous attendre. En tout cas, les camarades, ils ont fait ce qu'il fallait, puisqu'ils ont passé le message au gouvernement, ils ont fait tout le nécessaire. Mais arrivé là-bas, ça n'a pas pu marcher. Et ici, en France, le cabinet des héros, Jean-Marc Ayrault, qui était le ministre des Affaires étrangères à l'époque, nous avons fait un courrier, il nous a répondu. Mais nous, on demande une délégation protégée. Qu'est-ce qu'une délégation protégée? J'ai dit, mais c'est simple. Lesquels sans-papiers, il faut leur donner un récépissé de 2 mois pour qu'ils puissent aller à Tunis et revenir. Ou il faut faire un visa retour, un simple visa retour parce qu'ils ont leur passeport. Ça les permet d'aller au forum et puis revenir. Mais avant de nous recevoir, ils ont cherché sur les réseaux sociaux qu'est-ce que ça veut dire une délégation protégée. Et ce qu'ils ont trouvé, c'est la création de l'État d'Israël. En 1947, je ne sais pas quelle année, où les premiers pays qui sont, les chefs d'État qui sont partis pour visiter l'État d'Israël, ils sont partis sous statut de délégation protégée. Voilà, donc grosso modo, nous, on s'est retourné à Gênes au retour
on nous a donné tous des obligations à quitter le territoire italien. Mais comme on dit dans notre jargon, que voilà, la science sourit à ceux qui sont audacieux. Les camarades ont pris l'audace d'aller en Tunisie, sont revenus, les obligations à quitter le territoire, c'est rien. Arrivé à Paris, une semaine après, beaucoup ont été régularisés. Donc c'est pour vous dire que tous qui sont en train de nous chanter que c'est la loi, le règle c'est ça, il faut 10 années de prison, 3 ans avec des fiches de paix, ainsi de suite pour régulariser, tout ça c'est sans le rapport de force en fait. S'il y a le rapport de force, on peut bousculer tout ça. Donc moi, c'est ce passage-là, dans la lutte des sans-papiers, c'est le passage qui m'a le plus marqué. Et un an après seulement, on a vu des milliers, des centaines de milliers de migrants morts dans cette même Méditerranée, à qui nous avons alerté il y a un an. Donc voilà, moi j'ai passé 20 ans dans la lutte des sans-papiers, mais ce qui m'a le plus marqué, c'est ce travail-là que je fais avec la TMF, avec la FALDI et avec les organisations qui organisent les forums sociaux mondiaux. En 2015, on est reparti à nouveau en Tunisie. L'argument c'était de consolider la nouvelle démocratie, parce que le Forum social mondial de 2013 n'a pas assez donné de consolidation à cette jeune démocratie. Alors en 2015, on a changé cette fois-ci de stratégie. Donc, nous avons fait une caravane de Paris jusqu'à Algeciras en disant que Ceuta et Melilla, c'est des territoires européens, et c'était ça. Arrivé à la frontière, les gendarmes nous ont dit on va où? On va à Algeciras, et on va à Ceuta et Melilla. Ils ont demandé le papier, on n'a pas de papier, mais on a des passes Navigo et tout, c'est des cartes d'identité. Bien sûr, ce n'est pas les bons, mais il y a le nom, le prénom, il y a l'affiliation. Donc, et surtout, on est en territoire européen. Ils ont accepté qu'on parte. Il y a un sans-papier qui a eu peur, il disait que non, il nous laisse partir, lui, il va rester en Espagne, à Algeciras. Donc, finalement, on a renoncé, parce que la charte du mouvement des sans-papiers, c'est un peu ça. C'est lui qui est le plus faible. Tout le monde se met au même niveau. Ce n'est pas question de majorité. C'est comme ça que nous fonctionnons. Voilà. Et 2 ans après, 2 ou 3 ans après, ce qui m'a le plus frappé ensuite, c'est que la TMF a ouvert ses portes aux jeunes migrants, mineurs, des fois jeunes majeurs, venus du Maroc, de Tunisie, de l'Algérie, un peu partout d'ailleurs. 2017, 2018, 2020, jusqu'au confinement. J'ai vu les camarades Nasser, ils n'arrêtent pas de s'occuper de ces jeunes-là, et ça me fait vraiment pitié. Il y a des mômes parmi ces gens-là. Il y en a même qui n'ont pas 12 ans. Ils sont tous paumés. Dans la lutte des sans-papiers, c'est que moi, j'aime pas trop à aller demander. Mais ce jour-là, j'ai senti que ces personnes-là, il faut les assister, il faut les accompagner, il faut les aider. Et ce passage-là des jeunes du Maghreb à la TMF en cette période-là, et ce n'est pas pour eux uniquement dans la journée, il y en a qui dormaient là-bas, parce qu'il n'y a pas de toit. Donc ça, ce sont des moments qui m'ont beaucoup frappé dans cette association. Et quand Nasser m'a sollicité, j'ai dit, je ferai tout pour être là aujourd'hui. Et je termine même pour l'année dernière, parce que je suis aussi élu à la mairie du 18e chargé de la solidarité internationale. On est presque en période de festival de solidarité internationale. L'année dernière, avec Nasser, on a organisé des débats dans le 18e sur les relations intergénérationnelles. C'est ce qu'Gus disait un petit peu tout à l'heure. Donc cette transmission de la lutte de génération à génération, c'est ce que nous avons débattu l'année dernière, au 360. Donc en tout cas, moi je vous remercie beaucoup et je vous encourage à continuer davantage ce chemin. Bravo à la TMF et bravo à la famille. Merci.
je vais donner la parole à notre ami Omar Slaouti, que tout le monde connaît, je suppose, parce qu'il a fait un petit peu le tour de la France. Alors bien sûr, il va peut-être plus parler sur la question des crimes racistes, mais au-delà de ça, je dirais, c'est un militant de l'immigration, c'est un militant pour la justice, pour la dignité, contre l'islamophobie. Bien sûr, il en a même, je dirais, co-dirigé avec Olivier Courmaison un livre qui s'appelle « Racisme de France », au pluriel bien sûr. Peut-être qu'il va nous dire 2 mots sur ce livre-là. Il a été bien sûr un des membres fondateurs du collectif de Alizeri sur Argenteuil, et bien sûr initiateur de plusieurs marches de 2017, 2018 contre les violences policières, celle de 2019 contre l'islamophobie. Et bien sûr, c'est un ami proche de la TMF que tout le monde connaît, et je le remercie pour sa présence. Ce 40e anniversaire, c'est peut-être le dernier, hélas, vu l'ambiance actuelle. Je dis ça, c'est pas pour mettre la pression à notre président, Nasser, mais il est très possible que l'histoire de la double peine réémerge pleinement, et que, du coup, la vie de ceux et celles qui sont engagés dans cette association risque d'être particulièrement compliquée dans la période. Vous avez intitulé, c'est beau, 14e congrès, 40e anniversaire, devoir de mémoire, devoir d'action et de solidarité. Peut-être aurions pu nous écrire aussi droit à la mémoire, droit à l'action et droit à la solidarité, tant actuellement le gouvernement en place est à la manœuvre pour nous effacer, nous invisibiliser, nous empêcher d'agir, de penser, d'analyser et d'exercer nos solidarités pleines et entières, et notamment aujourd'hui, par exemple, à l'endroit des migrants et des migrantes, qui, on doit au moins le dire ici au moins une fois, qui est juste la première des choses à faire quand on regarde ceux et celles qu'on a en face, qui font un traitement totalement déshumanisant à l'endroit de ceux et celles qui viennent d'accoster, qui sont les 234 personnes qu'on nomme migrants et migrantes, mais qui sont, on le sait bien, nous, et vous le savez, vous, à la TMF, des sujets politiques. Et d'ailleurs, puisqu'on parle de migrants, d'immigrés, ça a été dit par Gus, Abdelmalek Sayad nous disait, je ne sais pas si le micro il sert à quelque chose, comme ça va, non? Il faut le micro, d'accord. Abdelmalek Sayad nous disait, on n'a pas le droit de parler d'immigration si on ne parle pas d'émigration. Il n'y a pas une immigration s'il n'y a pas en même temps, dans le même temps, l'analyse d'une émigration, c'est-à-dire que nous devons parler des ressorts, des conditions, des causes, des responsabilités qui font que certaines personnes dans ce monde décident de quitter certains espaces pour en regagner d'autres. Et parmi ces conditions, et j'entends la phrase que tu citais tout à l'heure, Gus, elle est juste, mais elle est juste partiellement. Si les richesses sont au nord, c'est parce que le nord a spoilé le sud, les a volés au sud, et on a un exemple aujourd'hui qui est tout de même flagrant avec cette polémique et ce buzz qui existe. Bolloré qui fait 80% de sa richesse en Afrique subsaharienne, qui vole, qui spolie, qui prend les terres, et qui est responsable, lui, et l'ensemble des multinationales occidentales, de ce qui se passe actuellement dans ce que l'on nomme le Sud global. Et on ne peut pas parler aujourd'hui d'immigration si on ne parle pas, je le dis et je le répète, d'émigration dans le même temps. Et là-dessus, nos anciens ont toujours la parole qui va avec. Eux, ils ne disent pas immigration ni émigration, ils disent les migris. Les migris, c'est une façon de neutraliser le terme, c'est d'enlever le préfixe i et e pour dire que ce sont d'abord des personnes, avant tout, qui existaient ici et qui existent là, dans cet entre-deux, comme disait Edouard Saïd, et notre solidarité est pleine et entière. Et ça, c'est la marque de fabrique historique de la TMF. Ce ne sont pas simplement des immigrés, ce sont des immigrés qui ne s'excusent pas d'exister politiquement, qui importent certains combats internationaux, qui en exportent d'autres, ça a été dit tout à l'heure par Anzouman Sissoko, qui en apportent, parce que je le dis, je le répète, le combat pour la Palestine, la libération de la Palestine, tous les droits inaliénables du peuple palestinien sont consubstantiels des luttes de
de la TMF depuis la nuit des temps. Et quand on cite évidemment, et tu as raison de le dire Gus, on a un vent mauvais d'extrême droite partout dans le monde, ajoutons dans ce vent mauvais Netanyahou qui, encore aujourd'hui, fait la une en convoquant ce qu'il y a de plus réactionnaire dans le gouvernement israélien. Parler comme cela, c'est pas être particulièrement radical. C'est dire qu'on ne peut pas aujourd'hui comprendre notre présent si on ne convoque pas la mémoire comme c'est écrit ici. Convoquer la mémoire, c'est pas pour faire une commémoration avec 1 minute de silence. Il y a des liens. Il y a des liens intimes, forts et politiques, historiques et sociologiques, économiques. Et quand je dis politique, je parlerai tout à l'heure des violences policières, mais par exemple, on ne comprend rien à toutes ces brigades que sont la BAC, que sont les brigades de reconquête républicaines, si on fait l'impasse sur ce qu'ont été les brigades nord-africaines à l'époque, sur ce qu'a été les brigades anti-violence mises en place par Papon à l'époque, qu'on appelait la bave, qui a donné le terme de bavure ensuite, dont on connaît aujourd'hui l'exercice systémique et structurel qui existe dans la police, et évidemment, bien évidemment, quand nous en parlons, nous ne parlons pas de bavure. Ça, c'est pour parler rien que des violences policières. Mais ne l'oublions pas, parce que Ali l'a dit, mais il faut le souligner. Les migrants ont été toujours dans toutes les luttes d'émancipation sociale sur ce territoire français. Et ce, dès les premiers mouvements migratoires, comme le disait Gus, et ils existent évidemment, dès le 19e siècle, voire même avant, mais pardon de le dire, au 19e siècle et au début du 20e siècle particulièrement. Tant et si bien que lorsque dans les années 30, en 1934, lorsque les ligues fascistes, et elles sont d'actualité aujourd'hui, décident de prendre le pouvoir, les mobilisations antifascistes, elles intègrent aussi les migrants de l'époque, ce qu'on appelait ceux de l'ENA, c'est pas l'école normale administrative, là, mais c'est l'étoile nord-africaine. Ils manifestaient en 1934 avec leurs camarades ouvriers et ouvrières contre les fascistes. L'ENA avait intégré même le Front populaire pour faire avancer à l'intérieur de ce Front populaire les droits des étrangers et des étrangères de ce pays-là. Ils et elles étaient présents en 68, pendant la guerre, bien évidemment, au sortir de la guerre, dans tous les mouvements d'émancipation. Alors évidemment, il se trouve que si l'histoire officielle efface la présence des migrants régulièrement, il faut reconnaître aussi que dans l'histoire du mouvement ouvrier, une grande partie de la gauche oublie. Nous oublie nos anciens et nos anciennes qui étaient présents dans toutes ces mobilisations-là et qui ont fait avancer énormément de choses. Ça a été dit par Ali, mais les plus grandes luttes dans le logement, et elles sont aujourd'hui encore d'actualité, ont été celles menées dans les foyers sans contrat contre les loyers trop chers, et elles ont duré plusieurs mois et plusieurs années. Des luttes ouvrières remarquables. On peut en citer plusieurs, j'en citerai une parce que mon père y a travaillé là. Les câbles de Lyon, où c'est une grève de 6 mois en 1973 qui va durer. Et on peut bien évidemment démultiplier le nombre d'entreprises où les grèves est extrêmement massives. Tu l'as cité tout à l'heure dans l'automobile, avec Citroën d'une part et Talbot d'autre part. En 1983, sur quelques années, de 82 à 84, au moment du tournant néolibéral opéré par le Parti socialiste, rappelons-le, ces grèves, elles ont été déjà à l'époque taxées d'islamistes. Rappelez-vous, c'est Pierre Mauroy, un ministre socialiste, qui selon Abdelali Ajat, Marwan Mohamed, qui ont écrit un livre fameux sur l'islamophobie en France, ils disent tous les deux que sans aucun doute en 83, ça a été le premier acte inaugural de l'islamophobie en France post-coloniale. Islamophobie qui est complètement d'actualité. Alors je sais bien, Gus, c'est vrai qu'il y a des sondages, j'ai envie de dire, on peut trouver des sondages où la question de l'islam arrive en 10e position, celle des immigrés en 13e position, mais Marine Le Pen est arrivée en 2e position et nous sommes bien d'accord là-dessus. Et ça veut dire quelque chose d'extrêmement grave aujourd'hui, on le voit, notamment à l'endroit de ceux et celles qui sont sur ces bateaux. Cette politique
de mobilisation dans les entreprises sur les questions sociétales de partage des richesses, du logement et autres, elles allaient évidemment, et elles sont encore d'actualité, avec l'idée que nous voulions vivre à égalité de droits. Nous ne voulions pas être à la merci du patron et du patronat du CNPF à l'époque, pour lequel on avait un titre de séjour qui était directement corrélé aux besoins de main-d'œuvre et qui s'arrêtait lorsque les gouvernements décidaient de l'arrêter. Les mêmes gouvernements dans les années 70 qui mettaient un coup d'arrêt au regroupement familial. On se rappelle de tout ça. Et tout ça, ça s'est traduit par des mobilisations de nos anciens et de nos anciennes, massives, notamment par des grèves de la faim dans les années 70, qui ont duré plusieurs mois. Des mobilisations massives, parce que nous étions victimes des tirs des racistes, pas simplement de la police, mais il y avait des fusillades sur les foyers Sonacotra. Et ça a été des dizaines et des dizaines de morts dans les années 70, tu en as cité un, parmi de nombreux et de nombreuses. Eh bien, à l'époque, nos anciens et nos anciennes se sont mobilisés contre cela. Et peut-être l'a-t-on oublié, pas ici, certainement pas ici, mais le mouvement des travailleurs arabes, en 73, sur plusieurs années, qui a décidé de mobiliser sur l'ensemble de ces questions, et qui avait lancé le mot d'ordre de grève de Marseille à Lille, en passant par Lyon, Paris et plusieurs villes de France, avec un mot d'ordre qui est juste magnifique, qu'aujourd'hui, même nous les plus radicaux des radicaux, on n'oserait peut-être pas le mettre sur une banderole. L'un des mots d'ordre était « Les Arabes arrêtent la France ». Faut imaginer aujourd'hui une manifestation où en tête de cortège, la banderole est « Les Arabes arrêtent la France ». Eh bien, à l'époque, ces ouvriers et ouvrières, car elles étaient essentiellement des travailleurs du monde ouvrier, dans leur écrasante majorité, ont mobilisé sur ces questions-là. Les mêmes qu'on ne torde pas l'histoire étaient pour beaucoup syndiqués, mais pas encore syndicalistes. Pas encore syndicalistes, parce qu'il était interdit pour ces travailleurs et ces travailleuses d'être élus représentants du personnel, parce que étrangers et étrangères. Il leur a été interdit pendant un long moment d'être délégué syndical, puis ensuite d'être délégué du personnel. Ils ne pouvaient même pas siéger à des commissions au niveau des HLM, de nos caisses de solidarité comme la sécurité sociale. Même siéger en tant que parents d'élèves, cela leur était interdit. Tout ça a pu être acquis petit à petit grâce à ces longues luttes, jusque dans les années 75. Et finalement, en 81, grâce à une élection, mais qui n'a été rendue possible que par la mobilisation des travailleurs et des travailleuses. Et c'est les décrets de 1939 qui ont permis la possibilité, précisément, de pouvoir être enfin représentant du personnel et recouvrer un ensemble de droits. Et notamment, de pouvoir enfin, en 1982, créer des associations. Et c'est là où la TMF apparaît. Avec plus de 400 associations à l'époque, dans les 3 années qui vont suivre. Beaucoup vont péricliter. La TMF va rester debout. Alors il faut bien comprendre que cette histoire, parfois on n'est pas suffisamment indulgent vis-à-vis de nous. On est trop dur vis-à-vis de nous. Ça fait simplement 40 ans que nous avons la possibilité de nous organiser en tant que tels, en tant qu'étrangers. 40 ans, c'est rien à l'histoire, à l'échelle de l'histoire d'un pays. Et regardez pourtant toutes les avancées sociales, tout ce qu'on a mis dans le paysage politique contre les gouvernements en place, qu'ils soient de gauche ou de droite. Et régulièrement la question de l'égalité, avec notamment la marche de l'égalité en 1983, on y reviendra peut-être dans la discussion. Mais Convergence 84 a aussi été un grand moment. La naissance du MIB contre la double peine. Et puis avec un tournant majeur sans aucun doute en 2005, où la mort de Zied et Bouna, paix à leur âme,
qui s'est traduite par le fait que Clichy-sous-Bois, lorsqu'ils ont été électrocutés, a été plongé dans le noir. Mais c'est une obscurité qui nous habite encore aujourd'hui. Nous sommes encore dans le noir. Et depuis, les violences policières, évidemment, se perpétuent, s'accélèrent notamment avec le permis de tuer. Dernière loi votée par le gouvernement Hollande avant de quitter le gouvernement. Ce permis de tuer qui se traduit aujourd'hui par le refus d'obtempérer pour certains policiers et policières. Ces violences policières, elles ont pris un tournant majeur en 2005 et ça a été un rebond de l'antiracisme politique avec la création de plusieurs associations comme le CRAN, comme la Voix des Roms, comme la Brigade anti-négrophobie, comme le mouvement des indigènes de la République et de beaucoup d'autres. Et ces mouvements-là d'émancipation sociale, elles se sont toujours mises en lien direct avec les collectifs de soutien aux sans-papiers et aux sans-papières. Les collectifs de violence policière dans les quartiers populaires ont conjugué, articulé, elles aussi, l'ensemble des luttes parce qu'il y avait une cohérence globale. Cette société française, elle est pourrie par un racisme structurel, systémique, endémique, tant et si bien que nous n'en finissons pas d'être rejetés aux confins du monde. Et nous parlons aujourd'hui pas simplement des migrés, comme nous disions, mais de la 4e, voire 5e génération. Ils sont français, elles sont françaises depuis un paquet de temps, et pourtant, ils subissent les mêmes regards de soumission, de rejet dans l'altérité négative. Voilà pourquoi nous sommes en effet à un tournant dans cette période de fascisation où nous allons devoir serrer les coudes. Et je le dis comme je le pense, et nous le disons comme nous le pensons. On ne peut plus concilier, c'est eux ou nous. Nous allons subir des pressions de dissolution, d'exclusion. Il va falloir que nous serrions les coudes. Il n'a pas été acceptable que le collectif contre l'islamophobie en France ait été dissous dans un tel silence, la plus grande association antiraciste de France, voire d'Europe à un certain moment donné. Alors le plaisir a été immense, et il l'est encore. On a toujours pu se réunir à la TMF. Nous avions préparé la marche de la dignité à l'époque. Nous avions préparé avec le collectif Rosa Parks aussi un mouvement en 2018, mais qui a été percuté par les Gilets jaunes. Mais c'est heureux qu'il y ait eu aussi ce mouvement des Gilets jaunes, qui a commencé d'ailleurs le 17 novembre 2018. Et 17 novembre, c'est le jour de la fin des révoltes populaires en 2005. C'était un 17 novembre. Et on veut faire un trait, un lien entre ces révoltes dans les quartiers populaires et ces révoltes des Gilets jaunes. Ces marches contre l'islamophobie en 2019, remarquables, à laquelle nous avions participé, où nous étions fortement présents, nous invitent aujourd'hui à être solidaires du combat des Tziganes, du combat des Noirs contre la négrophobie, du combat des musulmanes nous supposés comme tels contre l'islamophobie structurelle, des sans-papiers et sans-papières avec la liberté de circulation et d'installation, et de toutes les égalités politiques et pour la dignité, parce que nous, on n'oublie rien de ce qu'ont fait nos anciennes, on continuera le combat avec la TMF, Inch'Allah.